Voilà, bonjour à toutes et à tous, presque bonsoir, hein. Nous sommes ensemble depuis déjà un petit moment, hein, toute cette journée passionnante et cette plénière pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir. Ils sont déjà sur le plateau, les deux responsables du groupe coopératif Eureden, Serge Lebartz qui était juste dans la séquence précédente sur une table ronde où nous avons parlé de transition. Je pense qu'on va continuer de parler un petit peu de transition avec vous, Serge. Vous êtes accompagné du directeur général du groupe Eureden, Alain Perrin. Bonjour à tous les deux, merci de nous aider à éclairer ce thème que nous avons choisi de traiter en plénière ensemble, les défis et les responsabilités de l'agroalimentaire breton pour les 10 ans à venir. Alors celles et ceux qui ont suivi la table ronde précédente ont compris que cette structure de temps long, vous l'avez rappelé d'emblée, Serge Lebartz, c'était importante pour prendre la mesure de ce secteur singulier qui traite et qui touche au vivant. Avant cela, on va commencer à mieux vous connaître, Eureden, parce que si les structures sont anciennes, les noms sont récents et la structure elle-même est relativement récente. Aidez-nous à peut-être repréciser ce que vous êtes, ce groupe coopératif breton, Alain Perrin. Oui, alors, ce jeune groupe, j'allais dire. Oui, vous pouvez le dire, un jeune groupe qui a des ancêtres qui remontent à la création de la coopération en Bretagne. Un jeune groupe puisque nous sommes issus du rapprochement entre deux groupes coopératifs bretons présents de longue date sur le territoire, Triscalia d'un côté et le groupe Dossi de l'autre. Ça, c'était le 1er janvier 2020, c'est récent. C'est le 1er janvier 2020. Alors officiellement. Ça s'est fait en étapes. Donc, à ce titre, nous sommes particulièrement jeunes puisque nous avons à peine plus d'un an d'existence. Mais nos racines sont profondément ancrées sur l'intégralité du territoire breton. Je le disais, nous sommes en relation avec 20 000 agriculteurs qui sont tous coopérateurs. Donc, en quelque sorte, ils sont copropriétaires de la coopérative. Ils développent... La particularité de la Bretagne, c'est une agriculture de polyculture, élevage, diversifié aussi par la diversité des territoires sur la Bretagne. Et donc, nous répondons à chacun d'entre eux. C'est aussi le regroupement de ces deux coopératives, c'est aussi 9000 salariés, je le disais, qui sont principalement basés en Bretagne, mais nous sommes aussi actifs en dehors de la Bretagne, sur la France, avec des usines dans le centre, dans le nord de la France, dans le sud-ouest. Et même à l'étranger. Et on est présent à l'étranger, avec des usines, des implantations en Espagne, en Hongrie, et puis des implantations commerciales dans pratiquement tous les pays d'Europe, jusqu'à l'Europe de l'Est, et également en Chine. Sans faire d'inventaire à l'après-vert, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu toutes les catégories de culture et de produits que l'on trouve chez vous ? Mais alors, les catégories de produits, elles sont... Alors, ce que je voulais rajouter, juste pour faire la transition, peut-être, du coup, avec votre question, c'est les produits sont regroupés dans des marques. Et nous avons, notre particularité, c'est que nous avons des marques à forte notoriété et qui sont, du coup, par notre nature, copropriétés des propriétés des agriculteurs et des coopérateurs de la coopérative, ce qui crée une relation par essence de proximité entre l'agriculteur et le consommateur, et on aura l'occasion d'y revenir. Les marques, c'est Dossi, bien sûr, qui est présent au moins dans un foyer sur deux en France. C'est Paysans Bretons. Je ne suis pas sûr qu'aucun Breton n'utilise autre que Paysans Bretons comme beurre en Bretagne. Et puis aussi des marques qui sont peut-être moins connues, mais qui sont des marques fortes. Je pense par exemple à Jean-Nicolas, qu'on trouve dans la distribution spécialisée, en GMS, et qui est aussi présent à l'export, ou des marques à l'international comme Globus. Ça, ce sont des marques grand public, mais on a aussi des marques orientées B2B vers les professionnels, vers la restauration hors domicile, comme Cocotine dans les ovoproduits. Alors, pour en venir à votre question sur l'organisation, la particularité de nos agriculteurs fait que nos activités de transformation, elles sont diversifiées. Nous avons plusieurs branches d'activités qui regroupent les différentes valorisations, voies de valorisation des productions. Nous avons bien sûr les légumes, vous en avez parlé, alors avec deux grandes orientations, apertisées et surgelées, avec des usines de production encore en Bretagne, je les ai évoquées, en France, à l'international. Une activité d'ovoproduits, d'œufs coquilles qu'on commercialise à la GMS, et puis d'ovoproduits, des produits transformés,
Alors ça, c'est particulièrement original puisque nous sommes positionnés sur des marchés qualitatifs. Par exemple, nous livrons le catering aérien avec des omelettes gastro. Je ne sais plus s'il y a du catering aérien en ce moment, puisque je ne sais plus si les avions ont redécollé, mais en tout cas... À l'époque où il y en avait encore dans le ciel, on mangeait des omelettes qui sortaient de vos installations. C'est reparti. Et puis nous avons d'autres produits qualitatifs, des œufs pochés que nous vous rendons dans les restaurations collectives. Tiens, par exemple pour McDo, etc. Nous avons beaucoup de produits qui sont qualitatifs et sur lesquels nous dédions des élevages. Et donc on a vraiment une particularité, c'est que nos produits, ils sont transformés en usine, mais en fait la usine c'est une somme d'ateliers, comme à la maison on va dire. Et puis on va directement du producteur, on récupère ses œufs, on les met... Vous êtes en circuit court, c'est ça ? Et nos circuits courts, et puis nos produits transformés, qui sont, que j'ai évoqués, ils sont produits à base d'œufs frais ou extra frais, ce qui est vraiment une différenciation extrêmement forte. Enfin, nous avons aussi dans la transformation des produits à base de viande, nous transformons des produits à base de viande de porc, notamment de la poitrine de porc. Nous sommes leaders européens dans le lardon. Nous produisons des ribs que nous exportons, y compris dans les pubs anglais, encore maintenant, malgré le Brexit. Malgré le Brexit, ça exactement. Continue. Et puis des saucisses, etc. Enfin, toutes sortes de produits que nous exportons, y compris dans les Antilles, y compris... Si je vous pose la question, c'est que je ne suis pas certain que ceux qui nous écoutent savent tout ça, c'est ça. Non, ils ne savent pas tout ça. Et le dernier point, mais ça a été évoqué, nous avons aussi un réseau de jardinerie, de distribution de produits de jardin à travers Magasins Verts et Points Verts, présents sur l'intégralité du territoire breton, et avec lequel nous pouvons expérimenter des choses nouvelles, comme renforcer, comme l'a dit Serge tout à l'heure, les circuits courts, la valorisation directe de nos exploitations. Il paraît que ça s'est très bien porté pendant le confinement, ces activités-là. Il y a un regain de... C'est-à-dire, dès que nous avons pu réouvrir les magasins, effectivement, il y a un regain d'activité. Et Serge l'évoquait aussi, nous expérimentons des choses originales de distribution automatique de produits frais issus des exploitations de nos agriculteurs. Alors, vous nous avez donné plusieurs chiffres, mais derrière tout cela, on sait bien qu'il y a des hommes et il y a des femmes. Je vous propose qu'on découvre en images un petit film. On y reviendra après sur le making-of, parce que c'est intéressant de savoir qui est à l'image. Je vous propose de le découvrir, c'est maintenant. Jean est l'un de mes plus fidèles amis. Comme son père et son grand-père avant lui, il se tourne vers ceux qui veilleront sur moi demain. La mission de Soisic, affoler les papilles. Elle m'a promis du beau, du bon, du bien dans l'assiette. Emmanuel et David savent ce dont j'ai besoin pour offrir aux hommes ce qu'il y a de mieux. Ils conjuguent tradition et innovation. Ils sont mon espoir pour demain. Lui, c'est Arthur. Il se reconnecte à ses racines en prenant soin des miennes. Son cœur bat toujours un peu plus fort quand il vient respirer mon parfum. J'aime sentir les pas de Justine, réguliers, légers, qui résonnent pourtant si fort en moi. Elle veille, je veille. Nous faisons équipe dans la quête du meilleur pour tous. Je vais vous dire notre secret. La recette du bien vivre s'écrit dans nos prés, quand j'offre mes richesses à des mains bienveillantes qui respectent mes fragilités. Remplir nos paniers des produits de saison. Transmettre le goût du bien manger, faire de chaque repas une nouvelle promesse de plaisir et de santé. Inventer ensemble pour partager ensemble. La force des convictions ne se raconte pas, elle se vit. C'est travailler ensemble, devenir le maillon d'une chaîne soucieuse de la préservation de mes ressources, depuis la nuit des temps pour la plus louable des ambitions. C'est encourager les hommes à effacer les frontières pour faire voyager mes saveurs plus vite, plus loin. C'est poursuivre le travail de toute une vie, l'engagement de ceux qui ont ouvert le chemin, de ceux qui ont les premiers entendu mon appel. C'est agir dans le respect de mes territoires, les mettre en lumière. Vivre bien et bon, c'est facile, car donner à manger, c'est simplement donner à aimer. Je porte leurs pas. Je suis chacun au service de la plus essentielle des missions, celle de bien nourrir les hommes. Nous sommes la ronde de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent chaque minute au mieux-être de tous. Nous sommes l'union des forces, des expériences et des talents, chacun apprenant l'un de l'autre, grandissant l'un avec l'autre. Eureden.
La terre nous réunit. Oui, alors si je parlais de casting, Serge Lebartz et Alain Perrin pour ce film, promotionnel évidemment, c'est que les hommes et les femmes qu'on aperçoit, ce ne sont pas des comédiens professionnels évidemment, hein, c'est des gens qui travaillent avec vous au quotidien. Absolument, nous qui les connaissons, nous avons reconnu nos agriculteurs, nos adhérents ou nos salariés de l'activité. Et c'est vraiment... comment dire, la signature de groupe qui est La Terre nous réunit, c'est quelque chose qui parle à chacun d'entre nous. Vous avez vu des agriculteurs qui sont en pleine transformation. Vous avez vu un couple de jeunes agriculteurs qui sont en conversion vers le bio, qui ont transformé une partie de leur production, qui sont sur de la polyculture. Ce sont nos vrais gens. Alors bien sûr, c'est aspirationnel, mais vraiment, chacun de nous, qu'on soit salarié ou agriculteur, on est motivé par maintenir une activité, préserver le territoire, faire que nos exploitations soient transmissibles. Donc, on en parlera de cette dimension-là, elle est importante. On l'entend bien. J'ai envie de m'arrêter quelques instants avant qu'on aborde ensemble ces fameux grands défis de l'agroalimentaire breton sur la singularité de la gouvernance. On l'a dit, groupe coopératif, un homme, une voix, 9000 salariés, mais 20 000 agriculteurs qui sont autant de coopérateurs. Serge Lebartz, vous êtes le président de Reden. C'est un mandat que vous acceptez de prendre. Vous êtes aussi agriculteur. J'allais dire, vous êtes d'abord agriculteur. Et du coup, tout ça, c'est un climat particulier. Oui, donc tout à fait. Je suis d'abord agriculteur, donc dans l'ouest du département du Morbihan. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une exploitation polyculture élevage, une exploitation des céréales, du maïs, des légumes, et donc la partie élevage. Donc je démarre des pondeuses. Sur différents modèles, du conventionnel, en volière et en label. Voilà. Et après, je reviendrai donc sur les 20 000 agriculteurs pour bien préciser que les 20 000 agriculteurs, ce sont des Bretons. Si Alain tout à l'heure a parlé donc des développements industriels sur les autres régions de France, en Espagne ou en Hongrie, mais les agriculteurs adhérents de la coopérative sont sur le territoire breton. Ça, c'est non délocalisable, comme on dit. C'est non délocalisable. Et après, donc la nouvelle coopérative que nous avons fondée aujourd'hui, donc depuis 1 an et demi, donc c'est aussi la volonté de garder un centre de décision en Bretagne. Donc, et pour le fait, donc aujourd'hui, moi je suis président de la coopérative. C'est un mandat qui est au milieu de tous les ans. Et c'est effectivement un homme, une voix. Donc, dans l'engagement de la coopérative, donc j'ai mis le doigt et le bras y est passé. Et puis, ma foi, donc aujourd'hui, on a un conseil de 30 administrateurs. Donc, sur ces 30 administrateurs, il y a 28 agriculteurs et 2 salariés administrateurs. Et ça, c'est important aussi, que les salariés soient représentés au conseil d'administration. C'est aussi un reflet d'une gouvernance. Ce n'était pas une obligation légale, non, aucunement. Ce n'était pas une obligation, absolument pas. Donc, par contre, les CSE participent au conseil d'administration, mais donc le souhait. Puis après, c'est aussi le travail que l'on a fait dans le cadre du rapprochement entre Escalier et Dossy, où nous avons des modalités de fonctionnement. Pas facile les fusions, hein. Il y a des histoires différentes, des parcours, des historiques. Des parcours, une culture différente, et puis donc on a mis tout en place sur la table, et on a pris le bon modèle de chaque coopérative. Le meilleur des deux mondes ? Le meilleur des groupes, et puis et après, il faut aussi dire que là aujourd'hui on est 30, mais on part peut-être 75. Nous étions 75 administrateurs entre les 2 coopératives. Et donc le souhait d'avoir une coopérative, un conseil d'administration dynamique, agile. Donc il y a eu un choix, une rencontre de fait de l'ensemble des administrateurs. Et puis il y avait une question qui était avec une réponse obligatoire. Quel est pour toi le nombre d'administrateurs à ne pas dépasser pour que ce soit agile? Donc le chiffre est tombé de 30. Donc nous avons travaillé donc à faire aujourd'hui un conseil de 30 personnes. Opérationnel. Et après, bon, la coopérative, elle a la dimension qu'elle a aussi aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Nous avons, comme dit tout à l'heure Alain, quand même plusieurs activités. Et donc les agriculteurs qui ne sont plus administrateurs aujourd'hui, ils sont dans différentes commissions de la coopérative. Nous avons quand même 400 élus sur l'ensemble des métiers, production animale, production végétale, donc sur les 4 territoires bretons, du département du territoire breton. Voilà, pour la gouvernance qui est toujours une singularité du monde coopératif et qui sait se renouveler et se réinventer. Vous venez de nous le montrer. Alors, on va s'intéresser à ces fameux défis. Et qui est extrêmement moderne, puisque vous avez vu que l'option de mettre des salariés administrateurs, c'est une option qui existe dans les structures coopératives, et nous l'avons mise en œuvre. Donc c'est extrêmement moderne. Moderne, agile, voilà, c'est ce que vous souhaitiez démontrer.
Justement, les défis de l'agroalimentaire et de l'agriculture en Bretagne, on en a parlé un petit peu dans la table ronde précédente sur la transition agroécologique, le défi climatique. On va commencer peut-être par ce point-là, avec, au-delà du constat, savoir comment, dans un groupe comme le vôtre, Alain Perrin, vous répondez à cette injonction, vous mettez en œuvre des outils, des démarches pour adresser ce défi. Oui. Souvent, la demande vient de nos agriculteurs. J'ai été frappé lors d'un conseil d'administration récent d'entendre plusieurs administrateurs nous dire « le sujet, c'est la décarbonation, il faut que nous allions sur la décarbonation ». Quand nous prenons des engagements, on le dit avec la bouche, mais on l'incarne dans ce qu'on est en train de faire. Je vais donner un exemple. J'ai dit tout à l'heure, ce matin, qu'on était un acteur déterminé de la transition agroécologique, des transformations de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et comme c'est dans nos gènes, comme c'est dans ce que nous faisons, nous avons naturellement indexé une partie du crédit syndiqué sur des performances extra-financières, des performances environnementales. Ça marque notre engagement, ça marque nos objectifs, ça transcrit ce qu'on va faire et ça nous objective. Si nous faisons mieux, nous aurons des bonifications, des taux d'intérêt sur notre financement bancaire, on a évoqué ça tout à l'heure. Et au contraire, si nous étions sous-performants, vous serez pénalisé. Nous aurions des pénalités. Donc, comment ça se passe justement depuis la mise en œuvre de ces vertueux Ce sont vraiment des engagements qui sont forts. En fait, c'est assez facile puisque finalement, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc c'est assez facile de transcrire ça dans des objectifs. Et ça produit des résultats aujourd'hui. Ça a changé les choses. Ça accélère, ça renforce la dynamique sur laquelle nous sommes. Ça nous encourage à les mesurer au quotidien, à identifier plus systématiquement des pistes d'amélioration. Concrètement, sur quoi on s'est engagé ? On s'est engagé par exemple sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Parce que vous êtes souvent montré du doigt sur le vous étant un peu collectif, mais pas toujours, sur la responsabilité des grands groupes justement dans les usages d'une agriculture intensive à forte intensité d'intrants, etc. Vous allez en sens inverse, vous allez réduire. Donc là, on s'engage sur une réduction des produits phytosanitaires d'origine chimique et on s'engage à trouver des solutions alternatives. On travaille par exemple sur l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, elle nous permet aujourd'hui d'avoir... c'est le juste nécessaire, c'est ça, on met simplement la bonne dose et pas plus. Manifestement, vous connaissez très bien, il y a plusieurs dimensions, c'est très vaste. Ça va depuis le semis de précision qui permet de repasser derrière pour faire un désherbage mécanique. Permet aussi, cette agriculture de précision, d'avoir une connaissance intraparcellaire très fine de ce qui se passe dans la parcelle et de dire ici, dans tel endroit de la parcelle, on a besoin d'un apport de renforcement nutritionnel de la parcelle. À un autre endroit, la plante est un peu plus attaquée. Il y a des outils numériques pour ça qui permettent aujourd'hui d'aller très loin. Absolument, absolument. Et je le disais ce matin, notre taille nous permet d'investir sur ces outils numériques et de pouvoir accélérer leur mise à disposition auprès de nos agriculteurs. Je disais qu'on est engagé sur la décarbonation aussi. Un des objectifs, c'est d'augmenter la part des énergies renouvelables. On aura toujours besoin d'énergie, mais d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans nos processus de transformation, depuis le champ jusqu'à la transformation et jusqu'au consommateur. Ce sont des défis qui sont très compliqués parce que le changement climatique, les changements réglementaires auxquels nous sommes confrontés, Serge parlait du temps long tout à l'heure, vont beaucoup plus vite que la capacité instantanée d'adaptation. Sur le long terme, c'est clair, on saura s'adapter. En instantané, c'est très difficile. Aujourd'hui, la pluie est erratique. Pendant les semis, il y en avait trop. Pendant la saison est compliquée. Les saisons... Il n'y a plus de saison, ma bonne dame, c'est ça ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, ça devient extrêmement compliqué. L'absence de protection des cultures rend les choses extrêmement compliquées également. Les insectes se réjouissent de se nourrir des jeunes pousses de haricots verts ou de légumes, ce qui et on n'a pas de moyen de protection aujourd'hui rapide pour compenser ça. Donc ça rend la vie des agriculteurs très compliquée. Donc on trouvera des solutions alternatives. On les trouvera, on s'y engage. D'ailleurs, vous avez vu, on va trouver des solutions alternatives. Par contre, on ne peut pas trouver ça du jour au lendemain. C'est un défi important. Mais je disais qu'on est déterminé pour avancer dans cette direction.
premier défi. Il y en a un deuxième qui est important, Serge Lebars, on en a beaucoup parlé au moment de la crise sanitaire, c'est la fameuse souveraineté alimentaire, la capacité pour un territoire de nourrir les hommes et les femmes qui y vivent. On a vu que vous aviez tenu sur ce front-là. L'agroalimentaire breton a été montré en exemple. On a dit même qu'il avait largement contribué à nourrir l'Hexagone pendant la pandémie. Ça remet au goût du jour des responsabilités nouvelles. Qu'est-ce que ça va impliquer, cette question-là, et comment vous la traitez chez Eureden? Bon, effectivement, donc le Covid a rappelé que la France et surtout la Bretagne, on a comme une sécurité d'approvisionnement de produits alimentaires, c'est incontestable. Et a rappelé aussi aux consommateurs que aujourd'hui, ils préfèrent un produit français qu'un produit étranger. Bon, somme toute, il y a quand même des produits étrangers qui viennent sur le marché français, mais c'est quand même aujourd'hui une certaine ouverture pour le monde agricole breton, de produire des produits du terroir. Et puis le défi de la souveraineté alimentaire, bon, pour nous, on s'y attache tous les jours. Les agriculteurs sont prêts à relever le défi. Mais, bon, après, je l'ai déjà cité tout à l'heure, je pense que la société, nos consommateurs demandent un produit d'une autre qualité aujourd'hui ou différent. Et bon, la coopérative et nous, agriculteurs, on s'adapte tous les jours à offrir donc à nos consommateurs, lors de son acte d'achat, un produit qui lui convient. Vous avez des engagements dans ce domaine, vous avez des actions que vous mettez en avant? Donc j'ai cité déjà. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est ça. Alors ceux qui étaient dans la table ronde précédente connaissent la réponse. Donc on a parlé de relocalisation, on a parlé de circuits courts, donc Alain l'a cité aussi tout de suite, et puis après donc des travaux qui sont faits pour la marque. Bon, c'est aussi accompagner sur la marque d'Aussi dans le domaine du légume, donc c'est accompagner donc des producteurs dans une nouvelle démarche, que ce soit en bio, que ce soit en HVE, et la coopérative s'engage que l'ensemble des agriculteurs de la coopérative, dans un temps on va dire plus ou moins long, dans la mesure où on a donc les méthodes alternatives qui sont toutes en place pour une agriculture raisonnée, soit ou HVE, enfin bon. À haute valeur environnementale. À haute valeur environnementale. Ce que dit Serge Lebars va un petit peu peut-être à l'encontre de l'idée qu'on pourrait avoir, Alain Perrin, d'une agriculture qui serait toute la même, monolithique, surtout venant d'un grand groupe comme le vôtre, avec une capacité de production très importante. Vous avez rappelé les chiffres au début de notre échange. Et du coup, ça serait one size fits all, comme on dit en bon français, la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas du tout le cas. Oui, c'est pas du tout le cas. Donc, la diversité des attentes des consommateurs nécessite une diversité des réponses à ces attentes. Et nos agriculteurs, ils n'attendent pas de la coopérative pour faire des choix, pour s'adapter, pour évoluer. Et notre enjeu, c'est de les accompagner. On a des producteurs de porc qui travaillent en direct avec la grande distribution sur des filières de qualité. Sur des filières de qualité, avec tous les attendus de ces filières de qualité. On a des agriculteurs qui vont vers le bio. Alors, Serge disait tout à l'heure, 15% de nos agriculteurs... Oui, j'ai retenu ce chiffre qui m'a surpris, je ne l'aurais pas dit spontanément. 15% de nos agriculteurs vont vers le bio. Et ce n'est pas sans difficulté, puisque Serge a évoqué tout à l'heure le problème de la surproduction bio de produits laitiers. On l'a aussi sur les œufs par moment. Ce sont des choses très difficiles, et là, la coopérative a un rôle pour accompagner ces évolutions. La surproduction dans les produits bio, quand elle arrive, compte tenu des coûts supérieurs de revient qui n'arrivent pas à être valorisés, puisque tous les consommateurs ne sont pas prêts à payer le coût nécessaire, ça crée des pertes significatives pour l'agriculteur. Et ça met en danger ceux qui sont engagés dans cette voie. On parlait tout à l'heure, Serge parlait tout à l'heure... Enfin, excusez-moi d'insister, mais c'est quand même une voie qui mérite d'être explorée, mais sécurisée, c'est ce que vous nous dites. Oui, alors, donc... Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les agriculteurs. Il y a un continuum. Tous les agriculteurs sont engagés vers des transitions agroécologiques. Tout à l'heure, on parlait, Serge évoquait le HVE, le haute valeur environnementale, la transition vers l'agroécologie, vers le bio. On engage nos agriculteurs dans cette démarche-là. On associe les consommateurs. Serge parlait de 5 centimes, voire 14 centimes qui sont reversés pour aller dans cette direction-là. Au passage, c'est plus de 300 000 euros qui ont été redistribués sur l'exercice précédent. Ça va se poursuivre, cette initiative ? Ça se poursuit et on continue dans cette direction-là. Non, les agricultures sont plurielles.
elles doivent être performantes économiquement, faute de quoi on ne pourra pas avoir une pérennité de nos productions et du coup une maîtrise de la sécurité alimentaire sur le territoire. Intensif, il faut corriger un peu ce terme. Intensif, je sais que vous ne l'aimez pas, celui-là. Je ne l'aime pas. Il faut être agroécologiquement intensif, ce qu'on fait aussi. Il faut être performant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on réalise. Il faut être performant dans l'utilisation des nouveaux outils qui sont à notre disposition. C'est une forme d'intensité, une intensité de l'investissement, de l'engagement des producteurs. Il y a une diversité sur le territoire qui est juste merveilleuse. Et qui est une chance aujourd'hui. Qui est une chance, qui est une opportunité et qui correspond bien à la réalité des marchés sur lesquels on est présent en France et à l'international. Et la qualité de la France, croyez-moi, à l'international, elle est reconnue quand on est en Asie, quand on est en Chine, quand on est en Corée. Le bien manger à la française, le bien manger à la française, ça parle. Et on est vraiment un acteur déterminé du bien manger. Et ça compte dans la dimension internationale aussi, car c'est une part importante aussi de cette activité. Il y a un dernier point que je voudrais rapidement évoquer, et on va sans doute l'évoquer trop rapidement au regard de l'enjeu qu'il représente. Je me tourne vers vous, Serge Debars, cette obsession du temps long que vous avez partagée avec nous tout au long de vos interventions, il pose in fine la question de l'avenir. Est-ce que demain il y aura des agriculteurs encore? Est-ce que le renouvellement, parce que les chiffres de ce point de vue sont assez inquiétants, les départs non remplacés, qui laisseraient à penser que si la courbe se poursuit de cette manière, on aura du souci à se faire, à court terme. Donc effectivement, c'est un grand sujet d'actualité, et là je ne dirais pas que c'est du long terme, c'est du court terme. Donc aujourd'hui, 20 000 adhérents à la coopérative, à 10 ans, avec la majorité d'agriculteurs aujourd'hui qui ont plus de 55 ans, donc il y a 1000 adhérents qui partent en retraite par an pour les 10 années à venir. Donc aujourd'hui, on considère que c'est une installation pour 3 départs. Donc 2 qui ne sont pas remplacés. Tout à fait. Si je compte bien. Tout à fait. Donc il est important aujourd'hui donc de redorer quelque part le blason de notre métier. Bon, il est vrai qu'il a été quelque part un peu critiqué. Nous avons un métier qui est dur, je sais, je le pratique. Après, moi je dis, je me suis installé par passion. C'est un métier passionnant et je dis qu'un métier compliqué est un métier passionnant. Après, l'agriculture d'aujourd'hui et celle d'hier n'est pas la même. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont simplifié notre travail aujourd'hui. Il y a la mécanisation, évidemment, il y a du digital, il y a un tas de choses qui arrivent. Et puis, et on peut répondre à nos jeunes, et nos jeunes sont aspirés donc aujourd'hui à une autre forme d'agriculture, en tenant compte de la vie familiale, des loisirs, d'un certain revenu, et puis d'avoir une vie de tous les jours comme tout à chacun. Qu'est-ce que fait Eureden justement à l'égard de ces jeunes qui rechignent peut-être soit à reprendre l'exploitation, soit à se lancer dans cette activité s'ils ne viennent pas eux-mêmes de cet univers? Vous avez des actions là? Donc effectivement, donc on a donc 6 consultants et aussi des agriculteurs, des administrateurs donc, qui sont là pour accompagner et les jeunes en place et les jeunes de demain. Tant sur la partie financement, toute la partie technique de leur exploitation, et puis avoir une projection sur 5 ans à 10 ans donc de leur projet de vie de professionnels de demain. Donc c'est un travail au quotidien, on y attache beaucoup d'importance. Ça produit des résultats, ça se mesure aussi pas immédiatement, j'imagine. Il faut peut-être laisser passer quelques années avant de voir le résultat d'un premier contact. Comment ça se passe? Oui, sans doute. Un projet... un projet, ça se porte entre 2 et 3 ans. Quoi. Ça se mature. Faut sans doute une année bien complète pour le finaliser, mais c'est un projet aussi, il faut 2-3 ans pour le monter. C'est la banque, c'est les permis de construire, c'est un tas de choses. Et bon, comme vous le savez aujourd'hui, en Bretagne comme ailleurs, monter un bâtiment d'élevage, ça devient aussi compliqué. C'est tout un tas de choses, et donc on est là pour accompagner. Donc il y a une expertise du groupe qui peut être partagée, mutualisée, là aussi. Voilà, donc il y a une expertise et on est là pour les accompagner. Et alors, on arrive à 35 secondes de la fin. En conclusion, justement, le regard que vous portez et peut-être l'ambition qui est la vôtre à l'égard de ces transitions que vous venez d'évoquer dans différents champs, à la fois environnementaux, économiques, de performance, de réponse aussi aux consommateurs. La prochaine étape, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir dire, peut-être, ou être plutôt, à quel niveau souhaiteriez-vous être dans quelques années? Je ne vais pas dire un an, ça sera trop court pour Serge, mais dans 5 ans. La première chose, et je vais rebondir sur ce que disait Serge, d'un point de vue qualitatif, si le temps est long,
de 3 ans pour installer un agriculteur. Si dans 5 ans ou dans 10 ans, les jeunes agriculteurs qui se sont installés disent la coopérative nous a accompagnés sur les transitions, nous a offert des perspectives à travers des débouchés qui correspondaient au marché qui était derrière. Si on a dit ça, on aura déjà réussi de manière significative notre projet. Le dire et le faire, c'est-à-dire que l'engagement qui est pris devra se mesurer sur le terrain. Il sera mesuré sur le terrain. Et encore une fois, dans 10 ans, venez interroger les jeunes agriculteurs qui seront installés depuis moins de 10 ans et demandez-leur si nous avons rempli la mission de les accompagner dans les transitions, leur offrir des débouchés, leur permettre d'avoir une activité qui soit économiquement rentable. Le métier d'agriculteur, les métiers de l'agroalimentaire, les métiers sur lesquels nous sommes, les métiers d'agriculteur, c'est un métier passionnant, c'est un métier d'entrepreneur, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez, ça, vous avez raison. On ne le dit pas assez, c'est un métier d'entrepreneur très complet, parce qu'il faut être capable de parler avec ses banquiers, il faut être capable d'être extrêmement technique, il faut être capable d'absorber les nouvelles technologies. On parlait du digital, il faut être capable de discuter avec nos data scientists, on met à disposition des data scientists. Il faut être capable de comprendre le consommateur, voire d'aller rencontrer le consommateur. Il faut parfois être capable d'aller prendre le pouls de la GMS dans les box de la GMS. C'est vraiment un métier extrêmement complet, un métier d'avenir. Je pense qu'on aura tous besoin de continuer à se nourrir, donc c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Et les métiers de la transformation, les métiers sur lesquels nous sommes, c'est aussi des métiers qui sont, du par leur complexité, leur variabilité, qui sont extrêmement attractifs, qui nécessitent beaucoup de compétences. Et à ce titre, il est important que la Bretagne soit attractive pour former, attirer, retenir les talents. Merci beaucoup. Le mot de la fin avec vous, Serge Lebars, c'est votre ambition pour justement cette Bretagne de demain, agricole et agroalimentaire. Enfin, très rapidement, nous avons monté donc un nouveau projet, la coopérative Reden. Nous avons monté un projet à temps long, c'est 10 ans, c'est 20 ans et plus. Et après, si je reviens sur le métier, effectivement, c'est un métier passionnant. Notre mission, c'est de nourrir les hommes. Et puis, je parlerai un petit peu pour le territoire, parce que l'agriculture, c'est aussi la beauté de notre paysage. Entretien des gardiens du paysage. Exactement. Ouais, et que parfois il est abîmé notre paysage, donc il faut qu'on le restaure et ça se passera ensemble. Très bien. Merci à vous, merci à tous les deux pour cet échange et cet éclairage sur votre activité. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Je vous propose de regagner vos places et sans transition parce qu'effectivement l'heure tourne. Je vous propose d'accueillir dans quelques instants, restez sur place, on va accueillir. On a le temps, me dit-on, mais tout va bien. Alors, c'est parfait. On va accueillir Julien Carmona, je n'ai plus de micro, le nouveau président du Crédit Mutuel Arkea, qui va me rejoindre pour la dernière plénière de cette journée. Mais on va faire ça dans l'ordre, on va prendre le temps de vous faire rentrer et peut-être d'avoir un jingle également, par exemple. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention.